Je ne vais pas rentrer dans les mêmes sujets. Ce sujet est très très vaste. Et je ne me situerai pas sur la responsabilité en matière environnementale. Le sujet que l'on m'a accordé porte sur les missions de l'architecte. Alors vous allez me dire, certes nous sommes architectes, mais aujourd'hui c'est le congrès des experts architectes. Alors pourquoi faut-il reparler de l'architecture ? Bien, il faut reparler de l'architecture parce qu'aujourd'hui, ce sont les incidences de l'urgence climatique qui nous préoccupent sur l'impact que ces incidences vont avoir sur le bâtiment et le droit à construire. Et je crois que par rapport à ces exigences, la RE 2020, qui est donc des exigences de performance énergétique, on vous en a parlé, de confort estival renforcé avec de nouvelles exigences sur les émissions de gaz à effet de serre, va-t-elle changer la pratique architecturale? Va-t-on changer d'architecture? Sommes-nous dans des futurs ou des science-fiction de cette architecture? Alors, j'allais dire, l'architecte et l'expert, qui est architecte, reste avec sa fonction sociale, parce qu'avant tout, l'architecture, c'est une fonction sociale. Je me souviens personnellement du professeur Michel Despax, qui était donc un précurseur en la matière de l'environnement, alors que c'était quelqu'un qui dispensait le droit social et son économie. Le professeur Michel Despax avait rappelé, et dans un ouvrage connu donc, qu'il était important de ne pas créer des ruptures juridiques dans ses équilibres naturels et ses conséquences sociales. Or, aujourd'hui, la situation va se poser parce que, et de plus en plus, le législateur, lui, il veut être vertueux, il veut protéger, il veut que tout cela, j'allais dire, se polisse, alors qu'on est dans un monde économique difficile, on est dans un monde tumultueux, avec des points de rupture excessivement importants. Alors, vous le savez, l'Europe, elle, est partie au galop. Elle est partie au galop parce qu'elle s'est rendue compte que son processus de normalisation n'était pas en l'état de suivre. Et aujourd'hui, donc, l'Europe a décidé d'être beaucoup plus efficace dans ses problèmes de normalisation et d'être au plus près de l'innovation et au plus près des acteurs économiques. Mais par rapport à tout cela, nous sommes déjà en retard. Je ne l'ai pas cité Lewis Carroll, mais nous sommes un peu à ce stade-là. C'est-à-dire l'Europe bouge maintenant pour accélérer sa normalisation, alors que déjà nous avons des textes qui sont en place, parce que nous sommes déjà en retard, pour appliquer cette transition écologique et numérique, parce qu'elle va de pair. Je m'en explique. Avant, on m'avait appris les règles de l'art. Quand j'ai commencé mes études, on me disait « on respecte les règles de l'art ». Aujourd'hui, on ne parle que de DTU. Les DTU étaient une recommandation, que je sache. Je ne pense pas être si vieille, et aujourd'hui, on nous dit que c'est obligatoire, c'est incontournable. Bien sûr, ça a été le jeu des assurances, parce que les assurances ont cherché des garde-fous. Mais pour autant, où sont nos règles de l'art? Est-ce que vous ne parlez pas de ça depuis ce matin, c'est-à-dire savoir comment on applique ce suivi des règles de l'art? On parlait de matériaux ancestraux. On parle aujourd'hui de quoi? De cycle de vie. On parle de base de données. La base INES est une base de données de 2004 quand même, et nous sommes en 2022. On parle de FEDES, ce sont ces fameuses 5000 fiches là, qui sont regroupées sur un web service. Mais alors le web service, je peux aller voir le web service? Il faut que je sois abonné. Est-ce que je peux faire des comparaisons entre ces fiches? Je ne pense pas, enfin en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, c'est particulièrement délicat pour faire ces comparaisons. Donc on est dans un contexte d'architecture qui est de plus en plus normatif, et j'allais dire plus normatif que technique. Alors, personnellement, je pressens quand même des limites importantes à cette précipitation, parce que si je comprends bien, mais je ne suis pas une spécialiste, c'est qu'un même produit peut être à la fois
moins émissif de gaz à émission de serre, tout en étant plus polluant. J'ai cru comprendre lors des opérations d'expertise judiciaire que, par exemple, on avait des isolants avec une performance thermique moindre, mais qui pouvaient être un excellent produit acoustique. Que fait-on? Comment ce problème-là va être tranché? Comment on va pouvoir l'inscrire? Donc l'architecte va s'inscrire dans des bâtiments moins gourmands en énergie et moins consommateurs de matière. L'ARE 2020 comprend deux indicateurs dont on a dû vous parler, à savoir l'impact carbone construction, IC construction, et le degré heure, c'est-à-dire le niveau d'inconfort. Alors à quel moment va-t-on se préoccuper de ces problèmes-là? On va s'en préoccuper au stade du permis de construire, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, avec les éléments des critères environnementaux qui sont inscrits également dans le Code de l'urbanisme? Ou est-ce qu'on va commencer à se préoccuper de cela au stade d'une esquisse? Parce que l'esquisse, c'est quand même le premier coup de crayon. Enfin, si censé soit-il qu'il y ait encore des crayons. Donc, c'est un stade premier, cette esquisse. Et est-ce qu'il va falloir dire à des bureaux d'études d'intervenir aux côtés de l'architecte pour justement apporter ce début de comparaison de matériaux pour arriver donc à l'objectif recherché sur ces problèmes de RE 2020. Moi, ce que je vois à ce stade-là, c'est que d'abord, on n'en sait rien, on va continuer comme avant, et surtout, la difficulté, c'est que ça va coûter de plus en plus cher. Parce que les bureaux d'études intervenaient pour la réglementation thermique au stade permis de construire. Mais maintenant, il va falloir que le bureau d'études, à tout le moins, intervienne, j'exagérais peut-être avec l'esquisse, au niveau de l'AVP, de l'avant-projet. Il faut déjà déterminer les matériaux à ce stade-là. Or, qui a déjà arrêté les matériaux au stade d'un AVP? Je crois pas grand monde. Alors on demande au maître de l'ouvrage, dans le cas des permis de construire, d'attester. Mais il n'y a pas toujours des architectes dans un permis de construire. Il y a aussi des consommateurs. Puisque si on est inférieur à la surface de plancher, on a affaire à un maître de l'ouvrage consommateur ou auto-entrepreneur. Parce que l'économie aujourd'hui veut que la plupart des gens se rendent auto-entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au plus, d'aller à ces objectifs qui sont toujours excessivement vertueux. Et quand l'architecte, lui, va intervenir, il y aura un certificat de la part du maître de l'ouvrage qui va, comme la déclaration fiscale, dire « je m'engage à respecter donc, les exigences de performance énergétique et de les faire respecter par mon architecte ». C'est donc un engagement volontaire de la part du maître de l'ouvrage sur ses performances énergétiques et environnementales. Alors, je ne sais pas comment cela peut être pris au niveau des obligations. Parce qu'en droit de l'environnement, il existe un principe, qui est un principe de base, qui s'appelle le principe de précaution. Ce principe-là n'existe pas en droit de la construction. Il n'y a pas de principe de précaution. En droit de la construction, le principe est soit on répond à un problème normatif, réglementaire, d'ordre public, notamment sécurité incendie, soit on est sur des éléments contractuels qui sont déterminés par le maître de l'ouvrage dans un cahier des charges parce qu'il veut du plus. Mais on n'est pas dans quelque chose de réglementaire. Mais là, à ce stade du permis, si l'architecte a une mission de permis de construire, pourra-t-on dire qu'à partir du moment où, à ce stade-là, n'a pas été respectées ses performances énergétiques, on est dans un risque et un principe de précaution qui n'a pas été respecté? Parce que ces normes environnementales ne sont pas des normes qui sortent du droit de la construction. Ce sont des normes, comme le nom l'indique, environnementales. Donc pour moi, l'important sera quand même en amont
de se prémunir de cette problématique-là et d'essayer de travailler de concert avec des bureaux d'études. Mais alors, je répète, tout cela a un coût. Pour autant, l'architecte, lui, va s'appuyer sur des contrats types. Et lorsqu'il va travailler avec des promoteurs immobiliers, eh bien, on va arriver à une deuxième dérive, qui est une dérive économique bien connue, à savoir que les promoteurs immobiliers ne confient pas la totalité de la mission à un architecte. Alors, je ne sais pas comment les experts analysent cette problématique-là, mais il est certain que le contrat et tout le contrat, et c'est primordial. En droit privé, à partir du moment où on ne rédige pas quelque chose contraire à l'ordre public absolu, eh bien, c'est autorisé. Or, le contrat, souvent, ce n'est pas l'architecte qui le rédige. Il y a bien des contrats types et contrats types de l'ordre et autres, puisque tout le monde fait des contrats types aujourd'hui. Mais en réalité, la problématique, c'est que ce sont les promoteurs immobiliers qui rédigent eux-mêmes, les grands groupes qui rédigent eux-mêmes leurs contrats, et qui les imposent, mais pas imposés au sens juridique du terme. Donc on est dans un registre économique. Et ce registre économique va poser des problèmes lorsque l'architecte, contrairement au droit public et au marché public, n'a pas une mission de base, comme on disait. C'est-à-dire, on va lui donner le permis de construire et puis on va lui dire après, vous donnerez la conformité architecturale. Or, on vient de voir que la conformité architecturale, maintenant, elle va dépendre d'un permis de construire qui est de plus en plus abondant dans ses éléments techniques et dans ses contraintes techniques, notamment en performance énergétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux pôles? Eh bien, l'architecte sera le garant d'une responsabilité assurée, puisqu'avec la loi de 77, on sait très bien qu'il est très bien assuré et qu'il est constamment assuré. Eh bien, je crois qu'il va falloir, dans les contrats, se déterminer à contraindre, ou alors faire prendre des responsabilités aux promoteurs et aux maîtres de l'ouvrage professionnels en tant que promotion immobilière, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un permis de construire et on a un architecte en fin de course, eh bien, il va falloir lui donner l'ensemble des cahiers et des données de performance énergétique afin qu'il puisse, lui, confirmer cette conformité architecturale. Parce que ce n'est pas que la conception au sens large du terme et créatif de la conception architecturale qu'il va confirmer. Il va confirmer aussi que c'est conforme à tous ces critères. Et là, je pense qu'on est dans un dialogue qui doit se réinstaurer entre l'architecte, la promotion et surtout un travail sur les contrats. Alors, j'ai vu que dernièrement, le Conseil d'État, dans un arrêt du 26 juillet 2022, a élargi la notion de permis de construire modificatif. Avant, dès qu'on changeait, j'allais dire, l'économie générale d'un projet, il fallait déposer un nouveau permis. Ce qui permettait donc, à partir de là, par rapport aux critères d'exigence de performance énergétique, qui permettait de revoir le tout sur les matériaux, etc. Or, maintenant, dans cet arrêt, il est indiqué qu'on peut avoir un permis de construire modificatif, c'est-à-dire on élargit le champ d'application des permis de construire modificatifs à partir du moment où on ne change pas la nature du projet. Deux difficultés, non pas sur le permis de construire modificatif, mais par rapport à ce que je viens d'essayer d'indiquer auparavant. Souvent, l'architecte n'est pas rémunéré sur les permis de construire modificatifs ou très peu. On fait comme si le permis de construire modificatif était un avenant. Hein, c'est le cadeau de la fin de l'opération. Sauf que là, on n'est plus du tout sur ce registre-là. Hein. On est sur des registres où, j'allais dire, l'obligation de l'architecte au stade du permis de construire et du PCM, qui souvent va intervenir en fin d'opération, même si en théorie ça devrait intervenir avant réalisation des travaux. Là, c'est quasiment en fait à la fin de l'opération. Eh bien là, l'architecte sera piégé. Il sera piégé avec le fait qu'il est tenu du permis de construire, qu'il en est l'auteur, et qu'on parle de propriété intellectuelle artistique dans le cadre du permis, et un permis de construire modificatif qui interviendra en fin de chantier, mais qui va peut-être non pas changer la nature, mais bouleverser quand même en partie le projet. Quid des données de départ?
quid, je pose des questions, je ne sais pas répondre, quid de la transmission de ces données? D'autant qu'il n'a pas rédigé les pièces contractuelles, c'est-à-dire par exemple les CCTP, où là il peut mettre des garde-fous, donner des seuils. Je ne sais pas comment ça va être pris en compte, comment on va responsabiliser un petit peu ce maître de l'ouvrage professionnel. Parce qu'il y a quand même dans les expertises une chose qui ressort, et qui ressort aussi dans le cadre judiciaire, c'est un manque de responsabilisation du maître de l'ouvrage professionnel. D'autant que dans sa pratique, et pour faire des économies, mais il a le droit de faire des économies, il va scinder ce fameux contrat. Et l'architecte n'aura plus le regard sur toute la continuité de l'opération. Alors ça, je tenais à le rappeler parce que ça me paraît important. Dans le cadre des CCTP, ce qui est important aussi dans la rédaction, ça sera de prévoir donc des seuils pour que les entreprises qui proposent des variantes se retrouvent quand même, comment dirais-je, impliquées dans ce débat. Je vois souvent dans des dossiers un architecte qui va travailler jusqu'à la phase DCE, et puis ensuite on n'a plus besoin de lui, et surtout on n'a pas besoin de lui pour le prix, parce que là le maître de l'ouvrage professionnel en fait son affaire avec l'entreprise. Il n'y a pas de difficulté à cette démarche. La difficulté, c'est de vouloir impliquer ensuite l'architecte, parce qu'on va le faire revenir sur le chantier. Vous voyez ? Il y a une coupure dans le film, on remet le film, mais on a enlevé un maillon excessivement important qui est le prix. Comment ce prix a été déterminé, avec quelle variante? Alors vous me direz, il y a une solution. L'architecte, il n'a qu'à pas faire. Ah ben oui. Donc on ne fait plus. Donc il ne se passe plus rien. L'architecte, lui, il ne travaille pas parce qu'il n'a pas besoin de travailler. Et donc on peut faire des coupures. On peut lui enlever la variante, on peut lui enlever toute la discussion sur le prix, et tout d'un coup, on le remet en responsabilité. Et là, je pense que sur les textes, alors je sais qu'il y a la réforme en cours, mais maintenant, le maître de l'ouvrage, on ne va plus l'appeler le maître de l'ouvrage, on va l'appeler le client. Alors, c'est encore pire, je trouve, hein, mais bon, c'est plus le maître de l'ouvrage, ça avait un sens, ce mot. Maintenant, on va l'appeler le client. Alors, le client, c'est beaucoup de choses, le client, et en même temps, pour moi, ce n'est rien. C'est comme en matière d'économie, quand on dit l'entreprise. L'entreprise est un terme économique qui n'a pas de véritable définition. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un travail à faire de dialogue, et c'est particulièrement important, entre tout ce qui est le monde de la promotion et le monde de l'architecture, de manière à pouvoir recréer ce fil qui est nécessaire, notamment dans des objectifs environnementaux. Vous avez parlé de matériaux biosourcés. Alors, les matériaux biosourcés se prêtent bien sûr moins facilement à une standardisation, tant par leur origine naturelle, qui bénéficie actuellement d'une normalisation insuffisante, on le sait, parce qu'on a un manque de données objectivables, malgré leur emploi très ancien. Alors, en France, le secteur de la construction fait une référence systématique à des référentiels existants. Et en France, on tend à freiner l'innovation. Parce que vous avez peut-être oublié que le matériau ancestral dont on parle, en fait, c'est une innovation. Alors vous me direz, il existe des outils. Utilisez donc les ATEX. En fonction de l'opération, vous prenez cet outil, il est facile à l'intégration des innovations et vous pourrez comme ça l'intégrer dans une construction. La difficulté, c'est que, d'abord, on le sait, l'ATEX, ça reste excessivement lourd et c'est très long. Donc, pour le temps d'une opération, il est généralement quasiment impossible d'avoir les ATEX sur des produits que l'on appelle innovants. Alors, je crois que les ambitions que l'on a aujourd'hui, qui sont dans les textes, ils pourront être atteints que si on laisse le libre cours à l'innovation et si surtout on ne pourra pas le faire sans une rupture technologique. Je ne crois pas que les mentalités soient dans cette évolution aujourd'hui, on n'y est pas. Je le répète, l'Europe, elle, est en train de partir au pas de course pour essayer de normaliser un maximum.
Dans le système de données qui existait depuis 2004, les industriels mettent leurs fiches et ces fiches, elles ne sont pas comparables pour l'instant les unes avec les autres. Et quand on est sur des produits qui sont des produits que l'on connaît bien, qui sont ancestraux, eh bien, généralement, on n'a pas la possibilité de les mettre en œuvre puisque l'on sait très bien que ce n'est pas des produits courants, même s'ils sont connus depuis toujours. Donc, il y a du travail pour que tout ça puisse coexister et pour avancer vers cette évolution. Il est devenu urgent, à mon sens, que ce dialogue soit réintroduit entre les différents partenaires pour éviter cette dérive. Et surtout, il est devenu urgent que chacun retrouve sa place. Alors, les acheteurs publics sont en train de... Enfin, on nous montre l'acheteur public comme quelqu'un qui va... Ça a souvent été le cas, vous savez, quand il y avait la loi MOP, enfin, qui a été reprise maintenant, cette mission de base, ça m'a toujours fait rire, ça. Cette mission de base a été reprise dans les marchés privés de maîtrise d'œuvre. Et puis, il y a le visa qui n'existait pas en marché privé. Je ne vois pas pourquoi il existerait. C'était un élément qui était mis dans la mission de base. Aujourd'hui, le visa, il est systématique dans les marchés privés de maîtrise d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis, c'est tout. On l'a mis. Et pourquoi on l'a mis, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être on a fait du copier. On n'a pas réfléchi à l'impact juridique que pouvait avoir un visa, une notion de visa. Alors qu'autrefois, on disait à l'entrepreneur, tu me donnes tes plans d'exécution, ça oui, il faut les demander. L'architecte les récupérait, et puis voilà. Parce qu'à chacun son métier, à chacun sa place. Or aujourd'hui, l'architecte, eh bien, il va prendre les plans d'exécution, je parle à marché privé, et il va lui donner un visa. Alors là, il y a toutes les discussions. Est-ce un visa architectural ou est-ce un visa technique? Donc dans les contrats, maintenant, on rédige en disant ce n'est pas un visa technique, c'est un visa architectural. Mais oui, mais pourquoi vous avez commencé à le mettre, le visa, dans les marchés? Ce n'était pas obligatoire. C'est obligatoire dans les marchés publics, oui, c'est la mission de base. Ou alors, après, on prend la mission complémentaire exé. Donc, ce copier-coller entre le public et le privé, il va continuer. Donc, il est très important que ce dialogue s'instaure entre donc les architectes dans le cadre de ces critères environnementaux qu'on leur impose. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le public? Eh bien, dans le public, les acheteurs, maintenant, sont des acheteurs... Alors, tout le monde est vert, hein, c'est la couleur, même les centrales nucléaires. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, le revers est renforcé dans les marchés publics. Les acheteurs publics, je vous rassure, ils sont, comme tout le monde, hein, ils sont sous la vague. Alors, on leur a laissé un petit délai, on leur a dit, bon, écoute, on va te laisser jusqu'en 2026. Mais en 2026, il faudra l'appliquer. Hein. En 2026, ces considérations environnementales seront désormais obligatoires lors de la passation des marchés, mais aussi lors de l'exécution des marchés. Alors, sachez que quand même, l'acheteur public, il est parti pour appliquer la loi climat et résilience, pour appliquer la loi AGEC, et là, on est aussi sur une autre dimension, et puis toutes les dispositions sur les marchés innovants. Donc, par rapport à tout cela, moi je me pose une question, comment les entreprises vont-elles répondre à tout ça? Parce que j'ai cru entendre dire qu'aussi on avait un problème de formation professionnelle, qu'on avait un problème de formation tout court. Comment va-t-on faire le lien s'il n'y a pas de dialogue? S'il n'y a pas de dialogue. Il faut que les choses reprennent dans ce sens-là. Et l'acheteur public, c'est lui qui va lancer un petit peu l'image lorsqu'on fait une crèche avec, j'ai vu dernièrement sur le moniteur, ossature bois et paille. C'est l'acheteur public qui a lancé, alors qu'il n'est pas encore contraint à ces critères environnementaux. Mais il peut bien sûr les inscrire. Donc, la commande publique va devenir le développement durable. Mais sachez qu'ils peuvent déjà le mettre en place. Le problème qu'ils ont quand même, c'est qu'ils n'ont pas d'outils pour le moment. C'est des pionniers.
Ils n'ont pas d'outils et les méthodes de valorisation ne sont pas fournies. Le calcul des coûts du fameux cycle de vie qui devient la pierre angulaire de ce débat, ne sont pas encore en possession des acheteurs publics. Il faudra qu'ils fassent aussi attention, l'acheteur public, parce que quand ils essaient d'avoir une notation sur un critère d'impact environnemental, sur la base d'un bilan carbone, on leur dit que s'ils ne donnent pas le contenu et les modalités, évidemment, cette notation est irrégulière. Donc, sans les outils, je vois mal comment l'acheteur public va pouvoir commencer à s'habituer. Il me semble que dans tout ce débat, on avait avant, alors je ne suis pas passéiste du tout, mais il y avait une notion de phase de définition des besoins. Et je crois qu'il y a un grand oublié dans tout ça, c'est la notion de besoin et de programme. En réalité, si le programme n'était pas qu'une question de rentabilité, il en faut la rentabilité, il faut un équilibre économique, financier. Mais je crois qu'il va falloir que d'autres textes, si c'est nécessaire, insistent sur cette notion de besoin en public et insistent sur cette notion de programme dans les marchés privés. Combien de communes sont complètement démunies, mais je dis bien démunies, parce que, attendez, on est ici en métropole, mais la France, ce n'est pas qu'une métropole. Ce n'est pas Hong Kong, la France. La France, c'est un territoire qui est le 3/4 rural, même si on pourrait discuter de cette notion de ruralité. Alors, si on fait des textes pour créer des ruptures de plus en plus profondes en ces différents mondes, je crois qu'on est encore face à de nombreuses difficultés et de nombreuses expertises et de nombreuses responsabilités. Mais là, aujourd'hui, il faut prôner autre chose. Il faut prôner ce fameux dialogue, ce lien, et que chacun retrouve sa place. Parce que cette glissance de place sur les responsabilités, surtout, c'est quand même particulièrement pénible. L'architecte est devenu, alors qu'on sait que le monde n'est pas ainsi, celui qui fait tout, alors que ce n'est pas sa place. Il ne peut pas être le promoteur, il ne peut pas être le maître de l'ouvrage, il n'est pas l'entreprise dans la décision à prendre. Donc il est particulièrement important, dans le cadre des expertises, de resituer la place de chacun et de travailler sur cette place. On ne peut pas non plus parler que de DTU, alors qu'il existe, à ma connaissance, encore ce qu'on appelle des règles de l'art. Je sais bien que le DTU, c'est quelque chose qui est venu des assurances. Mais pourquoi le mettons dans les marchés systématiquement, s'il n'est pas encore obligatoire? Donc, c'est ces observations que je voulais faire pour justement, parce que je pense que tout cela est tout à fait possible, si on est tous dans la même direction, c'est-à-dire aller vite dans cette urgence climatique, en tenant compte donc de la nécessité encore plus qu'avant de dialoguer et d'obliger à ce dialogue si nécessaire. Parce que le maître de l'ouvrage professionnel, le fameux client de demain, celui-ci ne pense qu'à une chose, c'est normal, c'est cette rentabilité. Mais il ne pensait pas la même chose avant. Il arrivait à faire des choses et il est fier d'ailleurs d'avoir une belle architecture et de présenter une belle architecture. Et cette belle architecture, elle ne peut se présenter qu'à travers des éléments de conception qui tiendront compte justement de ce côté vertueux en matière de critères environnementaux. L'entreprise sera d'autant plus à l'aise qu'elle a un cadre déterminé qui est clair et précis. Lorsque le programme n'a pas été correctement déterminé, lorsque le projet est complètement modifié en fin de chantier avec des modifications qui en réalité apportent une modification importante au projet architectural et en tout cas à cette globalité de composite sur les matériaux. Eh bien, à partir de là, on sera dans une dérive totale. Hein. On sera dans une dérive totale. Et on sera sur des notions de réparation qui poseront plus d'une difficulté. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire avant la réparation. Il y a un travail à faire en amont.
auxquelles peuvent participer bien évidemment tous les acteurs de la société. Voilà les observations que je voulais faire sur ces fameuses missions. On peut remercier Maître Jean pour la présentation.